Donc, on s'est mis au travail à l'époque à partir de ce concept-là. Et bon, là, il y a toujours, d'une certaine façon, un ajustement à faire. Donc, en appliquant son idée, en la déployant dans, dans l'écriture. Mais on est resté assez proche. Vous allez voir ce que je veux dire par là. Mais par exemple, dans le cas de Terreur 404, ce dont on s'est aperçu assez rapidement, c'était que surtout notre one sentence, notre pitch d'une phrase, cette idée de la pire chose qui peut nous arriver dans avec chaque application, ben, c'était un bon mode d'emploi. Le problème, si on le prenait littéralement, je pense que j'en avais déjà parlé un peu, mais revenons-y, là. Le problème, bien sûr, c'était que, d'une certaine façon, si on le prend au sens littéral, la pire affaire qui peut nous arriver sur pas mal n'importe quelle application, c'est toujours un peu la même. Hein? Surtout si on se place d'un point de vue féminin, si on se met à la place d'une femme, d'une fille, là, bon, ben, qu'on soit sur Tinder, qu'on se trompe de Uber, qu'on accepte une mauvaise demande d'amitié, je ne sais pas, on peut les nommer à l'infini, ben, ce qu'on se rendait compte assez vite, c'est que là, ce qui peut arriver, bon, de pire, comme je le disais, c'est toujours pas mal la même affaire, tomber sur un désaxé, un sadique, puis se faire agresser puis tuer. Donc là, on était comme, ben ça, c'est pas, ça fait pas un divertissement très, très intéressant. Ça fera pas quelque chose, c'est ça. D'une part, on veut pas faire le maniaque de la semaine et la fille qui se fait tuer de la semaine. Et d'autre part, ben, notre punch dévastateur et nos flashs forts, nos surprises, ben, ils ne seront pas tellement surprenantes. C'est toujours la même maudite affaire qui se passe. Hein? Donc, vous voyez les limites, d'une certaine façon, du concept si on ne faisait pas attention à un certain nombre de choses. Ça fait que déjà, l'objectif qu'on s'était fixé, c'est de dire, OK, nos peurs, quand on parle de nos peurs les plus profondes par rapport à aux technologies, il va falloir creuser un peu plus que ça et diversifier un peu plus que ça et justement prendre acte, faire très attention à tout ce qui était de l'ordre du stéréotype, du cliché, hein, par rapport surtout à l'horreur, au suspense. Il ne faut pas toujours que ça soit la même chose. Et il faut surtout, donc ça j'en parlerai tout à l'heure, mais je pense que quelque chose dont on s'était rendu compte assez tôt, c'est qu'il faut à la fois jouer sur des choses qu'un peu tout le monde fait, donc, à la fois le piratage, prendre du covoiturage, du Uber, etc. Des choses que tout le monde un peu ont vécu et éviter ce qui est propre au genre, comme souvent au discours des nouvelles technologies, éviter aussi d'être dans quelque chose qui serait plutôt, bon, j'y reviendrai, mais qui serait plutôt moralisateur. On ne veut pas nécessairement tomber dans quelque chose de si vous prenez un Uber, vous allez aller en enfer. Si vous servez de Tinder, vous allez vous faire tuer, bon, etc. Qu'il y a quelque chose comme de vraiment, c'est ça, d'une espèce de morale un peu trop classique, un peu trop, comment dire, ce qu'on a beaucoup là, par rapport au réseau, souvent, aux technologies aujourd'hui, de dire, ah, c'est pas bien ça, et dans le fond, revenons à la vie comme dans l'ancien temps. Donc, on voulait se méfier de ça, tout en jouant sur des situations où on était très, très vulnérable, tout le monde. Donc, un des premiers épisodes sur lequel on a eu à travailler dans ce sens-là, c'était presque une commande, c'était Course de nuit. Course de nuit qui était notre épisode Uber, finalement. Et l'idée était venue, très tôt, était venue en pitch, en fait. On voulait qu'il soit dans la première
livraison d'épisodes, dans les 3 premiers épisodes qu'on écrivait, parce que la diffuseur à l'époque, la directrice des programmes chez Radio-Canada Web avait bien trippé sur notre concept de Terreur 404. Et ben, ça nous a beaucoup nourri dans l'écriture, mais elle est arrivée tout de suite avec son idée à elle ou son petit frisson, ce qui est devenu beaucoup ce qu'on cherchait au départ, l'amorce de notre concept, c'est-à-dire un petit frisson, quelque chose qui est arrivé comme ça. Et dans son cas, c'était ben, au moment où Uber commençait, on n'était pas trop habitué. C'est qu'elle avait eu une grosse peur, une grosse frayeur, en fait, en embarquant dans un Uber qui était tellement broche à foin que ça commençait, qu'en fait, que le char était parti, que le type allait un peu nulle part, puis qu'en fait, elle s'était mis à se demander au bout de 4-5 minutes si elle était même dans le bon char, tu sais, puis qu'elle se dit, maintenant, on regarde ça. Beaucoup, on s'est comme habitué, c'est quoi l'auto, c'est quoi la plaque, etc. Ou, de toute façon, c'est passé dans les usages. On est moins là-dedans, dans ces craintes-là, mais pour elle, à l'époque, il y avait beaucoup ce côté-là. Et je pense qu'on l'a tous vécu, cette peur-là, donc, ou ce frisson-là d'être, coudonc, je suis dans une bonne auto, coudonc, la personne dans un Uber, c'est-tu comme d'un taxi, il n'y a pas de licence, je suis vraiment en sécurité dans un véhicule comme ça, qu'est-ce qui, je vais-tu me rendre à temps, mais non seulement est-ce qu'il n'y a pas un danger réel? Donc, hein, voyons, on avait la commande de notre diffuseur là-dessus, puis on disait, ah, bon, on voulait y écrire dans les 3 premiers pour faire plaisir, justement, que notre épisode Uber soit là. Et donc, c'est ça, donc on l'a écrit dans les premiers courses de nuit. Et on s'était dit, ben, au départ, on se disait qu'on réglait la question, c'est-à-dire que comme la crainte, c'était justement de se mettre en danger, tout ça, que dans notre épisode Uber, en tout cas, peut-être qu'on allait, non pas peut-être, mais on était sûr qu'on ne voulait pas abuser de ça, mais que dans notre épisode Uber, c'était sûr que bon, la fille se trompait d'auto, puis se ramassait justement, on voulait un truc là, traite des blanches, maniaque, massacre. On voulait que ça finisse vraiment, vraiment mal pour elle, au mode classique, là, fini dans une affaire vraiment horrible. Là, elle s'est trompée d'auto, elle a été piégée, puis là, elle a fini, ben, c'est ça, chez les maniaques complets. Vraiment dans un scénario hyper horrifiant. On dirait que, bon, en essayant de l'écrire, vous voyez dans les épisodes que je vais présenter, il y a ce que j'aime appeler des accouchements difficiles et ce que j'aime appeler des accouchements faciles. Course de nuit, ça a quand même pris beaucoup de temps parce que chaque fois qu'on essayait de le faire, William et moi, bien, il y avait toujours le côté, hein, je vous disais, flash fort, punch dévastateur dans le synopsis. On disait, il y a quelque chose d'un peu linéaire là-dedans. Et on remplace un peu la surprise. Hein. On avait déjà cette contrainte-là qui était quand même d'être 13 ans et plus, mais pas plus. Donc, on ne pouvait pas être non plus dans l'hyperviolence, mais on s'était dit de toute façon qu'on ne voulait pas remplacer la surprise, l'efficacité du propos par de la violence. Ce qu'on fait souvent en horreur, là, de dire ben, c'est linéaire, c'est prévisible, mais ça va être tellement épouvantable ce qui va y arriver que ça va marcher quand même. Hein? Donc, vous voyez, d'une certaine façon, quand je dis, bon, je parle du concept comme façon de déployer l'affaire, c'est qu'on est parti de ce flash-là de base, qui est vraiment juste une fille n'est pas sûre d'avoir pris le bon Uber, le bon véhicule, n'est pas sûre d'être en sécurité dans son taxi. Puis on s'est dit, bon, ben, comment on va le déployer de façon finalement plus intéressante. Et je pense que c'est entre autres en travaillant celui-là qu'on s'est dit, bon, quelle peur, hein, comme je disais tout à l'heure, quelle peur fondamentale on va aller chercher. C'est-à-dire, bon, bien sûr, il y a la peur assez évidente de ne pas être en sécurité dans un déplacement, bon, en utilisant un service. Donc, ça, elle est toujours un peu là dans Terreur 404, mais là, on se dit, qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher de plus. Et à l'époque, moi, j'avais eu des problèmes de santé. Je pense que c'est ça qui était venu. J'avais des problèmes avec mon
mon assureur, je pense que le flash était venu comme ça à une époque, c'est de dire, OK, si on avait tout à coup notre personnage de femme d'affaires interprété par Bianca qui est là, et à un moment donné, le flash est venu comme ça, et si finalement, euh, et si finalement on avait essayé de se débarrasser d'elle dès le début. Et vous voyez comment le concept est apparu. Ben là, je brûle en partie le punch pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, mais là, on n'a pas le choix. C'est qu'au lieu d'arriver à un point assez classique, dans le fond, où en cinéma d'horreur, on appelle ça le wrong turn, ou en cinéma de suspense. Donc, le wrong turn, le détour fatal, si on veut, à cette figure très, très classique-là de la fille se trompe ou c'est ça. Donc, il y a une erreur sur le véhicule. Il y a justement ce détour-là. Elle prend une mauvaise décision et elle le paie très, 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 très cher. Si au lieu de ça, on arrivait avec une figure qui pour moi est encore plus effrayante, qui est celle d'une certaine façon de la toile d'araignée. Et si elle était condamnée dès le départ, et dans le fond que notre punch, c'est que on pensait qu'elle aurait pu à tel ou tel moment se sauver ou s'éviter tout cela, mais que dans le fond, c'était programmé pour elle. Et si finalement, au lieu d'une violence non systémique d'une certaine façon, d'une violence très cliché de films d'horreur, bon, il y a des maniaques, il y a des pervers sexuels, il y a, bon, name it, des trafiquants humains, bon, je ne sais pas. Donc, ça existe dans la vie, là, mais pas souvent comme c'est représenté dans les films. Si au lieu de ça, tout à coup, on faisait une métaphore catastrophée de la violence, de la culture d'entreprise. Hein? Et donc là, c'est là qu'on est arrivé. Tout à coup, ça devenait beaucoup plus intéressant pour nous autres comme scénaristes dans ce qu'on allait dire. Hein? Je vous disais, notre histoire, tout à coup, notre sous-histoire, notre sous-texte, hein, donc ce qu'on allait, l'esquisse de notre propos, le projet de notre idée là, dans les deux facettes du concept était là. C'est-à-dire que tout à coup, on va avoir quelqu'un qui se met en danger et qui est kidnappé en prenant un Uber, mais ça va être notre punch, c'est que ça va être à la demande de sa compagnie qui est tannée d'elle parce qu'elle a des problèmes de santé mentale, elle est dépressive, etc. Donc, on essaie vraiment de la... Donc, cette violence-là du maniaque qu'on rendait très banal ici. On voyait toutes les idées se sont emboîtées comme ça, c'est-à-dire, OK, au lieu d'être un gros tough comme, comme le chauffeur de la limousine, dans ce cas-là, c'est un monsieur qui a l'air très, très gentil. Sa madame y amène, sa femme y amène un pâté chinois. C'est vraiment bon, la banalité du mal au sens de Arendt, quelque chose que j'aime beaucoup faire, moi, dans le suspense, dans l'horreur. Donc, au lieu de surdéterminer, de mettre les actions, de mettre le mal dans les mains de gens assez ordinaires, finalement. Donc, tout à coup, on arrivait à un épisode qui était beaucoup plus intéressant, même si c'est un des plus violents et désagréables, parce que là, c'est quand même terrible, horrible. Pas quand même, c'est absolument horrible ce qui arrive au personnage de Bianca. Tout à coup, notre propos était beaucoup plus intéressant que ah, tu as fait une erreur, tu vas te ramasser dans le trouble chez les maniaques. Là, tout à coup, c'était beaucoup plus intéressant plutôt que de dire ça, que de dire ah, voici, c'est exagéré, c'est de la caricature, là, mais voici une entreprise, une compagnie qui se débarrasse d'un employé d'une façon extrême. Et on parle bon, d'austérité, on parle de difficultés dans le milieu du travail. Hein. Finalement, c'est qu'on montre de façon caricaturale, encore une fois, mais assez drôle à mon sens, c'est de voir quelqu'un qui, le type même qui là-dessus, le chauffeur, a l'air d'un gentil monsieur, mais réduit à sa dernière. Il dit, ah, je ne fais plus beaucoup de taxis, tout ça. Donc, c'est comme si c'était devenu sa seule façon de travailler, sa seule façon de faire de l'argent. Donc, on est avec un propos qui devenait euh, beaucoup plus intéressant comme ça et qui rendait la violence extrême quand même beaucoup plus
intelligente, beaucoup plus intéressante de notre point de vue de scénariste. Et comme donc notre peur fondamentale devenait un niveau souterrain, quelque chose de beaucoup plus viscéral, soit à bien des égards la peur d'être traité comme un pur objet, traité comme un déchet même une fois utilisé par le monde du travail, par la société capitaliste actuelle, si on veut. Donc, bon, critique sociale un peu hallucinée, à la limite caricaturale. On est dans la comédie noire un peu dans la fin de cet épisode-là. Mais le propos devenait beaucoup plus le fun que juste si tu prends le mauvais taxi, tu vas te faire assassiner. Donc, vous voyez comment tout ça doit être d'une certaine façon activé quand on écrit. Quand je disais, ben, c'est un épisode sur lequel on a niaisé longtemps, ben, c'est ça, on y a pensé autant comme autant, et à un moment, le flash est venu. Des fois dans la vie, dans ce cas-là, c'est une expérience personnelle dans mon cas, mais il fallait trouver la twist de plus. Donc, c'est ce qu'on va découvrir souvent. D'une certaine façon, notre concept, il se comprend où on arrive à le déployer, quand on trouve un peu son troisième thème. Hein. Je veux dire, on a l'idée d'une histoire, on a notre flash de base, on a l'idée de ce qu'on pourrait vouloir dire, et souvent, ben, notre twist supplémentaire, il y a un élément que j'ai du mal à nommer, mais appelons-le le twist comme ça, qui va nous permettre de problématiser ce qu'on veut dire et de dynamiser notre histoire. C'est-à-dire, on a déjà notre embryon. Le projet, il est là, mais souvent, entre le concept, on va le voir plus tard, mais entre le concept, l'idéation et son perfectionnement et l'écriture comme telle, il y a souvent ce troisième élément-là, ce petit élément mystérieux. Il manque une twist qui rendrait ça à sa pleine complexité, à son plein potentiel. Et donc, vous voyez que dans le cas de Course de nuit, bon, le flash était là, comme d'habitude, le flash intéressant de dire, bon, la peur qu'on peut avoir dans un service de taxi, bon, ce flash-là, il est là, il est bon, on a déjà notre accroche, tout le monde peut se reconnaître ou à peu près là-dedans. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut dire exactement et qu'est-ce qui pourrait arriver? Qu'est-ce que serait notre petit kicker, notre petit twist qui permettrait de rendre ça plus intéressant de déployer notre propos. Et donc, en termes de récit, en termes d'histoire, comme on en parlait la semaine dernière, bien souvent, ça va se traduire par qu'est-ce qui va nous faire kicker dans notre deuxième acte, et nous rebondir dans la phase dans le troisième. Qu'est-ce qui va nous permettre, c'est ça justement, de, à un moment donné, d'embrayer, de passer en vitesse supérieure au cours de notre histoire.
Oups, je viens de me rendre compte que j'avais oublié de traiter. Pardon, il va y avoir un petit 2-3 minutes de moi dans ma tête sur l'enregistrement. Il doit y avoir quelque chose pour faire du montage là-dedans, mais je ne suis pas capable. Donc, désolé pour le silence radio. Donc, autre épisode, ma première morte, qui était aussi partie, bon, qui faisait partie de nos épisodes pilotes, d'une certaine façon, des 3 premiers épisodes qu'on avait écrits pour le diffuseur à l'époque. Donc, ça, le flash de base, hein, on les cherchait, toujours lié à une technologie, mais celui-là était venu dans les journaux. Il y avait eu je pense que c'était Seb qui était tombé là-dessus en premier, mais on avait eu, bon, on s'était partagé un entrefilet dans les journaux où on disait que je ne sais pas où, sans doute aux États-Unis, mais un peu partout, qu'il y avait une tendance qu'on essayait d'endiguer où des ados prenaient des selfies, des égaux portraits dans des funérailles avec des cadavres, des gens décédés exposés bon, dans leur cercueil. Et ça nous avait tout de suite dit, bon, quelle idée en même temps. Et dans ce cas-ci, ben, on se disait, ben, ça fit complètement dans Terra 404. En même temps, ce n'est pas quelque chose que tout le monde ferait. Donc, c'est là où, une fois n'est pas coutume, d'une certaine façon, on avait assumé un côté plus moraliste en se disant, ben là, ça, c'est vraiment, vraiment wrong. On ne fait pas ça. Et donc, on va jouer sur un récit. Je pense qu'on était tout de suite en paix avec celui-là, de jouer sur un récit un peu plus de punition, de sanction, comme on a souvent dans les vieilles histoires d'horreur. Tu as volé, tu as menti, tu as tué et tu vas être, depuis l'au-delà, sanctionné, puni. Donc, vraiment, à partir de l'idée du selfie, on avait déplacé ça pour toutes sortes de raisons. Vous voyez, on avait un trip, il me semble qu'un hôpital la nuit, c'était épeurant. Et surtout, on voulait un vrai cadavre plutôt que quelqu'un d'embaumé parce que dans cet épisode-là, comment dire, parce que pour nous, c'était plus épeurant, en guillemets, c'est-à-dire qu'on est beaucoup moins habitué aujourd'hui qu'il y a encore 50 ans à la proximité des morts, hein, des morts, des gens morts, des cadavres. Et ce que je veux dire par là, c'est que, bon, bien sûr, les familles sont moins grandes à une époque. Moi, pas quand j'étais petit, mais déjà mes parents me parlaient de quand ils étaient petits, souvent chez les agriculteurs, par exemple, on exposait encore sans embaumement. Des fois, on exposait le corps souvent très vite. Les familles étaient plus nombreuses aussi. Donc, comment dire, il y avait un contact avec le vivant mort pour faire un paradoxe, un contact, soit et avec l'animal, mais surtout avec l'être humain, euh, qui était plus grand. Qui rendait peut-être pas moins ça moins épeurant, mais je pense qu'avec le temps, je l'avais déjà fait en cours de poser cette question-là, et je pense que les mains se levaient plus nombreuses, plus les gens étaient âgés, parce qu'on va vivre ça plus loin dans la vie, mais tu sais, je posais la question, qui a déjà vu, qui a déjà été en contact avec un cadavre dans sa vie? Si on exclut funérailles, cadavres embaumés, ben, ça descendait beaucoup. C'est-à-dire que, bon, je dis en vieillissant, ben là, ça va arriver à un moment donné, nos parents, on va accompagner des gens dans la maladie, par exemple, tout ça, mais quand on est plutôt jeune, bon, à part en cas de grande malchance, ben souvent, on n'a jamais été en contact avec c'est ça, avec le vivant après sa mort, avec un cadavre non préparé, non maquillé, quelqu'un qui vient de mourir. Donc, l'idée de l'hôpital et d'un personnage un peu préposé aux bénéficiaires, jeune préposé comme ça, est venue
comme ça, d'un côté, juste pour faire comme Halloween 2 et quelques vieux films d'hôpital. C'est peu en hôpital la nuit, on va se le dire. Et pour jouer aussi sur cette fraîcheur du cadavre-là, en guillemets, et comment elle peut, elle, être... si on ne voulait pas nécessairement que les gens se reconnaissent dans notre héroïne, parce que c'est quand même grave ce qu'elle fait. En même temps, on voit comment bon, c'est juste une mauvaise idée. Je ne pense pas qu'on la déteste, qu'on la juge si sévèrement que ça, mais on voulait qu'on puisse se reconnaître au moins dans sa dans sa crainte, dans son malaise avec le corps de la morte dans ce cas-ci. Donc, hein, je vous dis, idée d'horreur classique et encore plus classique. Donc, comme on assumait le côté punition, ben, la peur du mort, carrément. Et donc, je pense que là où on le déplaçait comme ça, c'était vraiment dans dans l'idée assez classique, mais qu'on appliquait autrement, souvent dans les vieux récits d'horreur. C'est ça. Il y a l'idée de sanction, mais il y a l'idée aussi de la conscience qui peut nous rendre fous. Donc, on voulait réinstaller une idée de conscience, c'est-à-dire, c'est-tu parce qu'elle est mal avec ce qu'elle a fait, avec son geste, en fait, que tranquillement, pas vite, elle va perdre la raison, elle va se mettre à capoter complètement. Donc, je disais, dans ce cas-là, vous voyez, bon, mariage de deux choses, mais comment on finit par relier des affaires. Et je disais que d'une certaine façon, ben, le twist, c'est soit ça, soit l'autre. Mais il y avait deux idées, c'est-à-dire soit de ramener dans un contexte très techno quelque chose de très ancien, soit la peur du cadavre, soit à l'inverse d'amener dans un récit très classique de conscience qui nous turlupine, de conscience qui nous poursuit dans une mauvaise action, ben, l'aspect technologique. Hein, et surtout l'aspect des photos qui se transforment, etc. Pour nous, c'était comme notre quatrième vitesse d'une certaine façon. Et à partir de là, ben, vous voyez, en idéation, il y avait beaucoup ce côté-là. Donc, à partir du moment où on a ça, donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer à partir de là? Donc, le fait qu'elle ait à préparer le corps, à sélectionner les effets. Donc, il fallait juste penser à comment elle va revenir vers la chambre. Elle va avoir à être en contact avec le cadavre après avoir commis son geste, son selfie. Je pense que mon flash préféré dans cet épisode-là était le flash du pet. À un moment donné, quand elle s'approche du cadavre, finalement, on voulait faire un jump scare avec le fait les morts, gens qui viennent de mourir, souvent ont il y a des gaz qui s'échappent encore d'un cadavre. Donc, sachant ça, il y avait un défi. Il y en a qui détestent ce saut-là. Moi, je l'adore, mais de dire c'était comme un petit bonus à l'écriture, de dire est-ce qu'on essaie de rendre un pet épeurant, donc d'être à la fois dans une espèce de comédie un peu grasse et dans l'effroi dans ce cas-là. Mais encore une fois, à partir d'un embryon d'idées, on a pu, comme ça, lentement mais sûrement, habiller cette idée-là. Dans l'épisode Le virus avec Guy Nadon qu'on voit ici, notre flash de départ est un peu plus vague. Et là, pour nous, il y avait une question de diversité d'imagination. On aimait beaucoup cet épisode-là. Mais donc, notre flash de départ, c'était un peu une situation, on avait, donc comme technologie, un peu le streaming, les torrents à l'époque. Et je pense que William et moi, en brainstormant, on avait un peu toute cette situation on avait partagé ça, qui est devenu la situation de départ dans l'épisode, mais qui était l'idée de
à quel point ça t'arrive, toi, mais on s'était rendu compte que ça nous arrivait à tous les deux, tu sais, de des fois chercher un torrent, de chercher un stream pour un film qui vient de sortir ou quelque chose qu'on veut regarder, puis comme bouffer quand même beaucoup de temps avec ça, puis finir par euh, gâcher un peu la soirée ou perdre du temps où on pense qu'on a le film finalement, ben le stream ne marche pas, puis on gosse, puis on dit, bon, ben à quel point ça vaut la peine de faire tout ça. Donc, on avait juste un peu ça comme situation, comme point de départ. Et là, je pense qu'il fallait chirer un peu parce qu'en même temps, on se dit, bon, qu'est-ce qui pourrait arriver avec ça? Donc, on a toujours peur aussi de faire mal à nos machines, de scraper l'ordinateur. Donc, de là, toujours la question de la rencontre. On est arrivé, OK, le gars va aller faire réparer. Son ordinateur va tomber sur un freak, mais je pense que ce qu'on avait décidé d'adopter, c'était vraiment une logique de cauchemar, en fait, c'est dans notre idée de qu'est-ce qui pourrait arriver de pire dans ce cas-là, en utilisant des torrents corrompus. Et de là, d'aller dans quelque chose de complètement halluciné, de dire là, on va aller dans le pire, du pire, du pire, du pire. Et d'une certaine façon, en jouant sur la peur fondamentale, la première, d'une certaine façon, la peur. Mais je pense qu'il y en avait deux. Je pense que nos peurs fondamentales qu'on identifiait, c'était d'abord une peur universelle, ce qu'on aime avoir, c'est-à-dire c'est la peur de faire beaucoup de mal aux gens qu'on aime à partir d'une erreur toute petite. Hein? Donc, les conséquences de nos actions soient fâcheuses, non seulement pour nous, mais pour les gens qu'on aime, donc pour la blonde du gars dans ce cas-là. Je pense que c'est William qui avait eu le flash à un moment donné de sa blonde est en train de rédiger sa thèse. Il y avait eu cette peur-là de dire hey, je suis en train de scraper l'ordinateur avec mes maudits torrents, puis je vais scraper des fichiers à ma blonde dessus, puis elle va vouloir me tuer. Donc, il y avait cette peur-là que nos conséquences, que nos actions nuisent beaucoup à quelqu'un. Et notre autre point sur le mode un peu moraliste, celui-là, c'est-à-dire, ça revient dans quelques épisodes de Terreur 404, mais c'est-à-dire de jouer sur la peur des conséquences du virtuel, qui est une peur qu'on a tous et toutes d'une certaine façon, et qui est en train de, au moment où on écrivait la série, mais qu'on est en train de comprendre aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois la bonne et la mauvaise chose, qui était la fin du Far West du web, de dire ben, ce que tu fais en ligne, il faut que tu le comprennes, et ce n'est pas tous les trolls ou les gens qui intimident en ligne qui vont comprendre ce que tu fais en ligne, ce que tu fais virtuellement, ben, ça a des conséquences dans le réel, et ça pourra en avoir. Sur toi aussi, que le fait qu'on soit en train de légiférer sur des comportements en ligne, par exemple. Donc là, on jouait sur cette peur-là catastrophée. Non seulement, je me rappelle qu'à l'époque, il y avait des gens, ça ne m'est pas arrivé à moi, là, mais l'Empire, comme on utilise la phrase, l'Empire contre-attaquait, qu'il y avait des gens que je connaissais qui avaient reçu des mises en demeure ou des amendes pour avoir téléchargé des torrents de films de Disney ou de grands blockbusters, tout ça. Là, donc, on se rendait compte qu'on pouvait être contrôlé aussi. Et je pense qu'on voulait jouer sur cette peur-là que tout le monde pouvait avoir, que de dire, ben, tout à coup, ce petit geste-là, que je pense bien anonyme, de télécharger un torrent, un stream, et si tout à coup, ben, je pouvais me faire prendre avec ça. Bien sûr, donc là, à partir de là, on avait l'idée un peu du réparateur, tout ça, et ce qui nous manquait, ce qui est devenu le twist un peu, et le buzz, on ne l'avait pas fait, c'était un peu notre élément, notre twist, notre élément de pure créativité, notre élément Joker d'une certaine façon, c'était l'idée de jouer sur l'horreur corporelle, le body horror, et tout à coup de rendre quelque chose littéral, c'est-à-dire on va faire des virus. Un virus et un worm, un ver, donc on va faire... et si les virus informatiques pouvaient nous rendre malades, non pas des virus simplement
informatiques, mais des virus organiques, ça devenait un peu la même chose. Et donc là, ça a été vraiment la twist qui a donné la couleur à cet épisode-là et finalement qui est allé jouer sur du encore plus fondamental, c'est-à-dire la peur du dégueu, la peur de la maladie infectieuse, etc. Mais c'est comme ça qu'on a fait, à bien des égards, la quadrature du cercle pour cet épisode-là. Le virus, toujours en brainstormant, en s'y remettant. Vous voyez, je veux dire, les deux phases du concept, plus j'en parle, plus je me rends compte que souvent, en déployant le concept vers l'écriture, souvent, c'est ça qu'il va falloir trouver. On peut le trouver à la base, comme on va le trouver en travaillant davantage, en brainstormant, en faisant notre idéation. Mais souvent, ce qu'on va chercher, c'est le troisième élément, le twist, l'élément wow qui va faire que notre concept, ce qu'on veut raconter, ce qu'on veut faire, va prendre des directions inattendues, va se déployer souvent d'une façon que même nous, à bien des égards, on ne l'avait pas prévu. Un autre épisode ici qui, lui, faisait partie des accouchements difficiles, pas à l'écriture, mais vraiment à l'idéation, Monsieur Parfait, qui est un de mes épisodes préférés maintenant, mais qui m'a beaucoup donné de fil à retordre à l'époque, parce que mon premier concept, d'une certaine façon, que j'avais eu à corriger, c'était l'idée, bon, c'était notre épisode Tinder, déjà, donc, on avait notre technologie. Et bien sûr, ce qui m'avait frappé, moi, je ne suis pas un usager de ces applications de rencontres-là. Je ne connais pas ça beaucoup, mais j'étais quand même allé voir à gauche, à droite. Et ce qui me frappait un peu avec mon regard extérieur, c'était la vulnérabilité ou le risque que les gens prenaient. C'est-à-dire, quand je demandais aux gens de me raconter, bon, qu'est-ce que vous faites sur Tinder, je trouvais souvent que le moment où on se retrouvait chez une inconnue ou chez un inconnu pour avoir des rapports sexuels arrivait très, très vite dans le processus. Et c'est ça. Pour moi, il y avait cet aspect de risque-là qui m'avait trotté dans la tête, donc qui faisait partie de mon premier noyau d'idées. Et il y avait aussi, je ne sais pas si Tinder est fait comme ça, mais je sais que d'autres sont faits comme ça. Il y avait l'idée de la géolocalisation. Donc, je savais que sur certaines applications, tu pouvais voir à quelle distance était telle personne, tel match potentiel. Ça, je m'étais dit, ça m'avait toujours trotté dans la tête aussi comme potentialité dramatique, de suspense surtout. Donc, ma première version avec l'idée des pseudos aussi, ma première version de Monsieur Parfait, mon premier concept pour Monsieur Parfait, c'était de dire on va faire un peu un slasher. On va faire l'équivalent d'un film, d'un film de maniaque, d'un film de Vendredi 13, d'un Scream, etc. On va avoir donc ce que je voulais que soit Monsieur Parfait, c'est, je voulais qu'une fille, on avait la base de ce que l'épisode est devenu, donc ça, c'est resté. Donc, je voulais qu'une fille dans une tour à logement donc fasse un match sur son application avec quelqu'un. Avec cette question de distance, c'est resté. La distance a pris moins de place, mais c'est resté. Donc, je voulais qu'avec la distance, elle se rende compte, elle matche quelqu'un dans son immeuble, puis que finalement, en allant là-bas, en allant au rendez-vous, à se mettre à être pourchassée par quelqu'un dont le pseudo serait Monsieur Parfait, mais je voulais que ce soit un masque au lieu d'être un zombie avec un masque de hockey. Je voulais comme que ce soit un gars avec un masque de Ken, comme dans Ken puis Barbie. Donc, tu sais que son profil, c'était Monsieur Parfait. Puis là, d'un coup, c'est son nom de tueur.
Et je me disais que ça fera un suspense, ça fera un bon suspense dans l'épisode d'avoir la fille qui essaie de se sauver, mais qui est toujours sur son application, essayer de voir à quelle distance il est, puis es-tu en dessous, es-tu juste à côté, tout ça. Donc, je veux dire, ça va faire de bonnes péripéties, ça va être épeurant, ça. Et à la fin, bon, mon kick, un peu ma morale de l'histoire, ou mon punch, ça sera qu'une fois qu'elle et soit est morte ou a réussi à s'en sortir, de se rendre compte qu'un autre, une autre de ses amis a fait un match avec Monsieur Parfait. Donc, Monsieur Parfait est un peu partout, donc en mode un peu épeurant, moraliste sur la piste des jeunes, de leur dire, ben là, faites attention un peu à ce que vous faites sur ces applis-là, au danger dans lequel peut-être vous vous mettez. Fait que c'était mon premier pitch, puis je le trouvais très, très bon, puis c'est juste ça n'a pas passé. Ce qui arrive souvent, tu avales ta pilule, mais ni mon réalisateur, ni ma productrice à l'époque, j'avais mon pitch pour Monsieur Parfait, donc on était à un moment où il fallait définir les autres épisodes de la saison, puis Monsieur Parfait ne passait pas. Et j'étais vraiment maudit parce que c'est ça, j'aimais ça. Je voulais avoir mon épisode hommage au grand slasher. Je trouvais que le concept allait marcher, tout ça, mais ça ne passait pas. Donc là, ben, comme souvent, il y a le côté avaler la pilule. Je suis retourné sur mes tables à dessin et ce que j'ai fait en fait, là où j'ai eu mon idée, c'est que j'ai dit, tiens, je vais aller parler avec des gens si je veux dépasser ma peur, qui est peut-être encore une fois cette peur sur laquelle on ne voulait pas trop jouer. On s'était rendu compte qu'on ne voulait pas trop jouer, voire ne pas jouer du tout dans Terreur 404, soit la peur pour une fille d'être agressée et tuée. J'ai dit, bon, ben OK, je vais aller parler à des gens. Donc, j'ai parlé à des chums, surtout des chums de filles, de Tinder. Comme je ne connaissais pas ça, j'ai dit, bon, je vais aller au-delà de mon préjugé et de juste, bon, faites attention avec vos applis. Et c'est ça, je vais aller jaser avec des amis de ce que je faisais. La Maison des Amants venait de là aussi, mais des fois, on faisait ça, William et moi, juste aller sonder autour de nous, tu sais, quand on allait écrire un épisode, bon, on a Airbnb, on a Uber, bon, etc. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Y a-t-il quelque chose qui vous est arrivé qui nous ferait un bon point de départ? Et en parlant avec une de mes amies, une joueuse de mon équipe de balle-molle, ma chum Sophie m'avait raconté, qui est une avocate qui était très, très, bon, qui roulait beaucoup. Là. Je pense qu'elle avait fermé son Tinder à l'époque, mais elle avait eu une grosse période de Tinder dans sa vie. Et donc, en parlant avec elle, c'est là, j'avais eu plein d'autres idées, là, mais en parlant avec elle, j'avais eu vraiment un flash parce qu'en jasant avec elle, puis en lui demandant qu'est-ce qui t'est arrivé de plus gossant, de plus épeurant, de désagréable sur Tinder, elle m'avait raconté, puis j'en avais été témoin en partie, elle m'avait raconté qu'à un moment donné, elle avait... c'est une fille très drôle avec beaucoup d'aplomb. M'avait fait rire en me racontant qu'à un moment donné, elle avait fait un match avec un touriste, un bel Australien qui était de passage, qui était en voyage à Montréal. Donc, qu'elle l'avait vu comme ça, bon, ça en était suivi ce qui s'ensuit généralement, mais que le jeune Australien qui était plus jeune qu'elle, c'était un gars de 22-23 ans, il était à la fin de son voyage à Montréal, il commençait à manquer d'argent, à s'ennuyer à s'ennuyer de sa mère un peu, puis à être en manque de ressources un petit peu, puis tanné d'être en goguette, ça fait que finalement, il avait comme collé. Hein, j'avais été pogné, mon ami me disait, j'avais été comme pogné avec une semaine quasiment jusqu'à temps qu'il parte, à faire vraiment à chaque fois que je voulais le mettre dehors, mais à chaque fois que je le mettais dehors, il me faisait presque sa phase de chaboter dans Shrek. Là, vraiment, je fais pitié. Puis là, peux-tu rester? Je vais coucher sur ton divan. On n'est pas obligé d'être ensemble, mais je peux-tu juste rester ici? Je t'amène des auberges de jeunesse, de ne pas avoir de laveuse, de ne pas avoir d'eau chaude, bon, etc. Fait qu'il avait fini par squatter toute la semaine chez elle. Puis je l'avais vu, elle avait amené à la balle comme
c'était arrivé une couple de mois avant ou l'année d'avant. Puis là, je me rappelle, ce dude-là, c'était ton Australien avec lequel tu as été pogné. Et je me rappelle, ça m'avait comme donné l'idée, ça avait comme renversé quand je revenais à Monsieur Parfait, mon premier pitch, c'est-à-dire, OK, peut-être que là, il y a quelque chose pour tout débalancer ou pour tout rééquilibrer, dans le fond, mon premier pitch. Il y a quelque chose d'intéressant sur le mode de l'inversion. C'est-à-dire que je me disais, après avoir écouté l'histoire de mon amie Sophie, de dire, tout à coup, si je jouais sur la même peur, soit la peur dans ce cas-là de tomber sur un fou, d'être séquestré, agressé, mais qu'on inversait les rôles. C'est-à-dire que plutôt que la fille soit une pauvre fille qui cherche l'amour puis qui tombe sur un maniaque, que la fille soit une fille très, très... plutôt que de faire le slut-shaming habituel du film d'horreur, faisons du slut-celebrating d'une certaine façon. La fille est très assumée à beaucoup de comportements que de façon stéréotypée, on associerait à un personnage masculin normalement, à son sac, elle veut juste baiser, elle n'a pas froid aux yeux, elle s'en fout. Et tout d'un coup, son cauchemar, c'est pas de rencontrer un méchant. Là, je reviens à un peu une certaine banalité du mal, comme je disais tout à l'heure. Pas un méchant qui est caractérisé par sa virilité, sa force physique, tout ça, mais quelqu'un de très, très flou et qui finalement se révèle le dépendant affectif sorti de l'enfer. Donc, on inverse, et c'est ce qui a été mon deuxième pitch d'une certaine façon, c'est-à-dire on va faire un Tinder, mais on va faire un Fatal Attraction au féminin. Et donc, si vous pensez à Fatal Attraction, je pense au vieux thriller avec Michael Douglas, où c'était, des années 80, où c'était le type qui, en fin de semaine, alors qu'il était en fin de semaine à New York, avait une aventure. Un homme marié, donc il y avait une aventure avec une femme qui se révélait, jouée par Glenn Close, qui se révélait une espèce de folle absolue et donc qui vraiment faisait une obsession sur lui et lui permettait pas de se détacher d'elle, d'en finir. Elle le poursuivait au travail, l'appelait à la maison, etc. Donc, dans ce scénario très, très typique-là, on va inverser les termes tout à coup, et il y a même la scène du suicide raté dans de l'automutilation dans Monsieur Parfait vient directement de Fatal Attraction, où Glenn Close fait ça à un moment, mais je disais vraiment, on va inverser les termes, c'est-à-dire c'est la fille qui va avoir des comportements que traditionnellement on associe à des gars dont veut pas s'engager, veut juste du fun, etc., etc., et qui sont plus nécessairement typiquement masculins aujourd'hui, bien au contraire. Et notre agresseur, notre menace, Jules va être plutôt qu'une espèce de gros gars tough, méchant, épeurant, il va être épeurant à sa façon, mais épeurant surtout parce que visiblement, c'est quelqu'un de très blessé, de très instable et qui a des espèces de besoins émotifs absolument impossibles à combler. Donc, vous voyez, à partir du moment où j'ai cette idée-là, l'épisode, c'est comme écrit tout seul. Donc, ça va arriver comme ça. L'idéation a été compliquée, mais l'écriture, tout s'est placé à partir du moment où j'ai trouvé ce twist-là, d'une certaine façon, et cette mécanique-là qui est devenue une mécanique d'inversion. Moi, j'aime beaucoup Gabriel, le personnage le féminin de cet épisode-là, parce que je me suis beaucoup amusé en l'écrivant, c'est-à-dire, quand je disais j'étais pratiquement je trouvais le twist, au lieu d'être bêtement moraliste, c'est de dire, elle va se mettre dans l'arbre, mais pas on ne sera pas dans la sanction pure, on ne sera pas dans un personnage qu'on juge. Donc là, c'est cette idée de slot celebrating, littéralement, que je disais tout à l'heure, ça devenait notre principe d'écriture, c'est-à-dire à quel point elle peut être sûre d'elle, carrément wrong par moment, pas intéressée, elle essaie de se sauver avec le gars. Puis il y a une réplique que j'adorais, c'est-à-dire toutes les espèces de guides que tu pourrais avoir quand un policier passe
par les écoles, toutes les choses à ne pas dire, toutes les choses à ne pas faire pour pas pour pas se faire agresser sexuellement dans le guide de la bonne petite fille distribué par le policier qui passe par les classes, ben, elle ne le fait pas. Elle rentre chez le gars qu'elle ne connaît pas, elle dit qu'elle est saoule. Déjà, donc, c'était vraiment un trip de dire, OK, on va y aller comme fuck tout ça. Fuck la victime idéale et faisons-en une fille, bon, complètement on the loose, mais assumée aussi. Et donc, ça rendait le personnage féminin l'anti- Final Girl, l'anti-victime idéale de films d'horreur. Et ça rendait donc beaucoup plus le fun à écrire. Et ça rendait le tueur aussi, le tueur, l'agresseur dans ce cas-là, ça rendait, parce que c'était un vrai personnage. Tout à coup, au lieu d'être une menace anonyme, ça devenait un vrai personnage assez mystérieux à écrire. Donc, avec une espèce de back punch qui était le vol d'identité. Il n'est même pas lui qui prétend être. Mais à la base, une fois la twist trouvée, ben c'est ça. C'était surtout de faire ce personnage-là. Tu n'es pas capable d'aimer. Tu t'avais dit que tu serais avec moi pour toujours. C'était vraiment de rendre ce personnage-là tout à fait freak et finalement d'aller jouer sur une subversion des stéréotypes, c'est que finalement, on passait à la caisse 2 fois. C'est que traditionnellement, on jouait quand même sur la peur que peut avoir n'importe qui, mais surtout une femme, justement, de tomber dans un piège comme ça, d'être séquestrée, prisonnière. Donc, la peur viscérale, elle était là, mais au lieu de la faire jouer sur une espèce de menace standard et un peu moraliste sur le mode, bon, fais attention à ce que tu fais, sinon, tu sais, porte pas de jupe trop courte, sinon il va t'arriver malheur, ben que là, tout à coup, on était complètement sur autre chose et sur un autre type d'agent, de personnage avec Jules. Et de cette façon-là, on jouait à côté d'une peur traditionnelle, on jouait sur une peur très, très contemporaine, c'est-à-dire est-ce qu'un personnage féminin, finalement, peut avoir, c'est ça, peur de l'engagement, peur de la dépendance affective, sortie de l'enfer ici, donc être celle qui est prise avec ce qu'on construit généralement. Il y a tout un sous-genre à la suite de Fatal Attraction, mais être celle qui a peur d'être prise avec une folle, dans ce cas-ci, un fou. Donc, un obsédé d'elle. Donc, on renversait complètement cette inversion-là. Donc, plutôt que de faire une espèce de slasher classique, on allait jouer sur le récit typique de l'obsédé, très souvent au féminin, le récit du personnage persécuté par une ancienne partenaire. Donc, très typiquement masculin et l'antagoniste, la némésis féminine, ben, on inversait ça complètement et on arrivait à quelque chose de pas mal plus efficace, de pas mal plus surprenant. Donc, pour moi, c'est important, comme leçon, Monsieur Parfait, là-dessus, c'est-à-dire déjà comme... il va y avoir des deux. Je vous parlais de la Maison des Amants qu'on va revoir, mais je vous parlais de la Maison des Amants comme un de mes épisodes préférés, entre autres parce que c'était très bien écrit, c'était bien pensé, c'était bien écrit, peut-être un peu plus long l'idéation, mais dans le cas de Monsieur Parfait, c'est que ça avait été vraiment un pain in the ass à l'idéation parce que j'avais eu à enterrer carrément ma première idée, à rebâtir mon concept dessus, mais il était vraiment, vraiment le fun à écrire. Puis ça reste aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, un de mes épisodes préférés. Je trouve que les personnages, c'était beaucoup les comédiens, Juliane et Francis, c'était beaucoup, beaucoup amusé avec, avec ces rôles-là. Francis, surtout, sa composition était hyper surprenante, son espèce mais de jouer, je pense qu'il avait pris cette consigne-là, de jouer sur du flou. C'est un personnage flou, on finit par le comprendre, c'est pas véritablement lui-même.
Mais donc, juste en leçon finale en un mot comme en mille, des fois, ben, c'est pas parce qu'on frappe un mur qu'on ne pourra pas continuer en idéation et même continuer encore mieux. C'est pas toujours évident, mais c'est ça. Il ne faut jamais en rester sur un premier revers, sur un premier blocage. Dernier petit exemple que je voulais qu'on regarde, donc Christelle dans la saison 2, qui était à la base on a été long avant de trouver la solution, mais c'était un peu pour faire écho à ce que je racontais dans la première capsule de cette semaine, une réponse à un problème d'une certaine façon, c'est-à-dire que ça faisait longtemps dans Terreur 404, on avait passé toute la première saison sans le faire. Dans la saison 2, c'était au programme qu'on voulait faire un épisode sur la porno. Donc, on avait ça parce que ça fait partie, bien sûr, des réalités. On se disait, ben, en parlant de technologie, d'application, de notre rapport, c'est ça, au web, on ne peut pas parler de pornographie à un moment. Et c'était un problème. On a eu un épisode il y a plein d'épisodes qu'on n'a jamais fait de Terreur 404. On a peut-être fait, on a tourné 8, une quinzaine au total, mais on a dû en synopsiser une bonne trentaine parce qu'il fallait pouvoir choisir, on se balançait des idées comme ça. Donc, on a eu longtemps sur la table un épisode qui s'appelait, je crois, La Chambre Rouge, qui était une idée de type qui était sur Internet, le fan d'une page de porno hard, BDSM, je ne sais pas quoi, puis qui finissait par gagner un genre de prix pour aller comme rencontrer la fille dans le donjon qui regardait toujours, je ne sais pas quoi, puis donc, bon. Et ça finissait. Longtemps, c'était ça, je pense, notre concept de base, mais qu'on n'a jamais réussi vraiment à acheter nous-mêmes, à se convaincre que c'était une bonne idée. C'était un concept un peu de l'arroseur arrosé version porn, c'est-à-dire le gars finissait par se rendre compte que la fille, dans des scénarios très sadomaso qui regardait, ben, jouait pas à être séquestré, mais l'était pour vrai. Et il finissait par prendre sa place, donc il ne pas paraître enlevé aussi. Donc on trouvait que c'était pas mal, mais en même temps, c'était devenu un problème plus de réalisation. C'est qu'on ne voulait pas faire. On ne voulait pas faire un épisode. On avait peur au mauvais goût, puis on avait peur aussi à l'épisode d'avoir un épisode où plus de la moitié de l'épisode, ça serait un gars devant son ordinateur avec une boîte de Kleenex à côté de lui. On trouvait ça un peu glauque quand même. On appelait ça, pardon pour la vulgarité, là, mais c'était comme notre épisode. C'était devenu le problème de l'épisode du gars qui se crosse. On disait ça comme ça. Est-ce qu'on veut vraiment faire un épisode avec un gars qui se crosse? Donc, la réponse, c'est non. Mais on avait toujours cette problématique-là de dire, ben ouais, mais on voudrait parler de toute la dimension sexuelle sur les applis. Donc, comment le faire? Quel angle trouver pour pas être obligé de faire la chambre rouge et d'en parler autrement? Donc, en séance de brainstorm, on faisait ça souvent, William et moi, pendant un petit lac à l'épaule, comme ça, une fin de semaine qu'on avait pris ensemble pour faire du ping-pong, brainstormer ensemble. Tout à coup, on a eu le flash des poupées, des love dolls. Là, on disait des poupées gonflables à l'époque, je ne sais pas c'est quoi en français, poupées grandeur nature, là, mais qui ne sont pas plus vraiment des poupées gonflables, mais les love dolls, donc ces poupées de plus en plus réalistes, assez chères aussi, mais donc qu'on peut acheter. Donc, tout à coup, on a eu ce flash-là pour parler des mêmes sujets. Donc, d'avoir ce monsieur tout de suite, l'idée d'un vieux veuf un peu timoré. Vous voyez qu'on on essayait de résoudre. Notre question était peut-être dans la réaction, c'est-à-dire au lieu d'être dans le mauvais goût, le gars ouvertement pervers devant sa machine, ben, on était tout à coup dans la situation inverse. On voulait du bon goût, mais dans ce monsieur un peu gêné, un veuf
d'un certain âge très, très maniéré qui, tout à coup, recevait une love doll par la poste. Donc là, tout à coup, on a eu juste, c'était le flash, on dit tout à coup, on a en partie une solution à notre problème qui était de faire notre épisode plus sur la sexualité en ligne, la porn sur Internet. Donc, résoudre ça. Et à partir de ce moment-là, on avait, d'une certaine façon, ça s'est écrit tout seul aussi parce que ça s'accompagnait tout de suite. Bon, c'est une idée d'horreur classique, la question de l'automate. Hein, c'est-à-dire que notre poupée gonflable, notre poupée sexuelle, elle est dans la même famille au niveau des personnages, fonctions, objets, que les ventriloques, que Annabelle, que toutes les poupées, ça fait peur. Une poupée qui bouge, c'est quelque chose d'hyper Freud écrit là-dessus, c'est quelque chose de... il y a quelque chose qui fait fondamentalement peur dans l'idée que des objets inanimés, surtout des objets inanimés à notre effigie, qui représentent des humains, s'animent. Et dans ce cas-là, bon, donc, dans cette peur fondamentale-là, on pouvait d'une certaine façon aussi utiliser, c'est à la fois la question de l'automate et la question souvent des figures de la science-fiction, de l'horreur, qui nous permettent de parler de l'autre, de notre rapport à l'autre, de notre rapport au marginalisé ou à l'autre personne comme objet, entre guillemets, ce qui est la grande question de la pornographie, évidemment, mais un peu comme les robots en science-fiction, les zombies en horreur. Par exemple, c'est que ces êtres qu'on ne considère pas comme des êtres humains, bon, je ne fais pas de leçon d'histoire, mais ce qui a déjà été le cas de certaines ethnies, de certaines races durant l'époque coloniale, par exemple. Donc, le robot, le zombie, l'automate devient une façon de parler de comment on traite ce qu'on considère comme étant non humain, mais avec lequel on interagit sur des bases humaines. Et ça, je trouve que c'est souvent la base. Et là, on vient à la question réelle, virtuelle, donc qui nous animait beaucoup dans Terreur 404, c'est de dire, ben là, c'est sûr, ta poupée gonflable, c'est pas une personne. Mais justement, à partir du moment, c'est pas une personne, mais la relation que tu as avec elle est basée sur le fait qu'elle est à l'effigie d'une femme. Donc, la façon dont tu la traites, dont tu interagis avec elle, va nous dire beaucoup sur la relation du personnage, mais la relation de plein d'hommes, finalement, avec la femme en position de fonction de servitude sexuelle, fut-elle travailleuse du sexe, actrice de films porno, bon, etc. Donc là, c'était vraiment notre façon, d'une certaine façon, ça nous donnait deux avantages, c'est que ça nous permet de parler de pornographie sans nous salir les mains, sans mauvais jeu de mots, et à d'autres égards, de laisser ce questionnement-là devenir un peu plus large. Hein, parce que dans la façon dont Laurier va interagir avec Christelle, bien, il y a tout un côté touchant par rapport à son côté veuf, tout ça. Il y a plein de bonnes intentions. En même temps, le côté objet, le préjugé, il va finir par coucher avec elle. Donc, on couche avec. Donc, à partir du moment où on la considère comme une personne, que c'est une personne animée, peut-elle consentir ou pas? Donc, il y a un côté quand il finit, après les moments cute où la personne analyse, quand il finit par coucher avec elle, est-ce que c'est pas un peu malaisant? Est-ce que c'est pas un peu malaisant quand, après l'acte, ben c'est drôle, là, ça, c'est un gag
grinçant, qui finalement, il la lave avec l'arrosoir, comme si c'était, elle redevient un objet, quand il est dans sa honte, elle redevient comme, il la lave comme un char, comme une voiture, littéralement. Donc, il y a tout cet aspect de malaise-là. On voulait même le spectre d'un racisme à l'époque, d'une xénophobie, quand il dit « je vais te retourner dans ton pays ». Donc, cette espèce de personnage-là qui, au contraire d'un personnage de pervers assumé, est un monsieur très, très guindé, respectable, doux, finissent par laisser transparaître des travers assez essentiels sur comment on va traiter quelqu'un qui n'est même pas considéré comme une personne et donc qui n'a aucun moyen de se défendre. Et à partir de là, bien sûr, notre kicker, notre twist, c'était toujours sur le mode de la folie. On était un peu comme dans ma première morte sur la conscience. Est-ce que c'est la conscience qui le rend fou ou, pour un temps dans l'épisode en tout cas, où vraiment le robot s'anime? Mais bien sûr, le plus grand cauchemar dans un cas comme ça, c'est que l'être inanimé s'anime et que finalement, que la personne qui ne pouvait pas se défendre, c'est une vieille peur pour tous les gens qui commettent des mauvaises actions, petites ou grandes, bien que tout à coup, ceux qui ne pouvaient pas celles, dans ce cas-là, qui ne pouvaient pas se défendre ou qui ne pouvaient pas dénoncer, qui ne pouvaient pas répliquer, tout à coup, puissent le faire. Donc, je pense qu'on jouait à partir de ce moment-là à la fois sur la peur du virtuel devenu réel, la peur de l'automate qui s'anime, et on faisait quelque chose de très, très viscéral avec ça. Donc, toujours au fin d'un brainstorm conséquent. Mais je pense que ce qui était intéressant dans ce cas-là, vous voyez, c'était que vraiment notre motivation première, notre première idée sur la route du concept, un peu comme je le disais tout à l'heure, c'était vraiment un problème, un manque. Hein? Donc, on veut aborder certaines questions. On ne peut pas nécessairement le faire directement, donc ça nous prend une twist. Et hein, je me répète, mais je pense qu'on peut vraiment faire, non pas boucler notre triangle ici, mais tu sais, l'embryon d'une histoire avec l'ambition d'un sous-texte, d'un propos et la twist qui va nous permettre de rendre ça dynamique et intéressant. C'est pas mal ça, un concept, c'est pas mal là qu'on a notre concept. Et comme vous pouvez le voir dans les exemples que j'ai donnés, comment on va pouvoir le déployer, ce concept-là, une fois posé, en faire un vrai mécanisme pour l'écriture. Donc, ce qui me semble important de retenir dans ces exemples-là, que je voulais donner, la conceptualisation puis l'idéation en travail, c'est comment, d'une certaine façon, de comprendre comment l'harmonie entre ces dimensions-là va nous permettre de donner une direction à l'écriture. Je pense qu'à partir du moment où on a compris ce qu'on voulait raconter, la dynamique entre ce qu'on voulait raconter, ce qu'on voulait dire et la nécessité, comme je le disais, de le dire d'une façon pertinente et originale, on va voir clair sur le projet qui est en train de se construire. Je pense que c'est ce que je voulais qu'on voit dans ces exemples-là que j'ai abordés, c'est qu'à peu près dans tous les cas, une volonté qu'on s'était fixée, des règles qu'on s'était fixées à la base, nous permettait de relancer de relancer la machine, soit parce qu'elle était arrêtée, soit parce qu'on avait l'impression qu'on n'allait pas assez loin, qu'on n'était pas arrivé au bout de notre idée, de notre processus. Ça fait que je pense que ça va être important dans les prochaines semaines, maintenant qu'on s'en va vers le premier travail, de comprendre
cette dynamique-là et d'une certaine façon, comment cette triple relation entre notre idée d'histoire, notre projet de propos, de sous-texte et notre twist, si on veut, vont nous permettre d'articuler un concept, mais justement d'aller au bout de ce concept-là doit nous permettre d'auto-évaluer et d'auto-améliorer notre idée. Là, on est dans un cours, les inscriptions sont individuelles dans le cours, donc je vous demande de le faire tout seul. Vous voyez, je vous parle souvent, moi je vais travailler seul, je vais travailler en groupe aussi, surtout en équipe comme scénariste. Ça peut être intéressant aussi. Donc, je n'ai pas donné la possibilité dans ce cours-là de travailler en équipe parce que ce serait trop difficile à gérer entre celles et ceux qui veulent travailler seuls et celles et ceux qui voudraient travailler en équipe. Mais si vous avez des amis dans le cours, si vous, tout à coup, vous retrouvez entre camarades dans les groupes que j'ai définis, ça peut être intéressant d'avoir, bon, pas nécessairement quelqu'un avec qui travailler, mais quelqu'un avec qui faire un interlocuteur, finalement, quelqu'un avec qui faire le ping-pong d'une certaine façon, tester, valider ses idées. Donc, déjà, on va se pratiquer à le faire dans le cours ensemble, mais même en amont, puis pour la deuxième étape, pour l'écriture, ça peut être bien des fois de casser, même quand je suis tout seul sur un projet, de casser la solitude. De casser la solitude parce qu'à la fois, je pense qu'il y a, non pas un paradoxe, mais c'est une contrainte. Je pense qu'on a besoin de notre bulle comme créateur pour cheminer dans l'idéation. Puis à un moment, on a besoin que cette bulle-là pète d'une certaine façon et de se confronter à la, non pas à la réalité, mais dans ce cas-là, à l'altérité, à un autre jugement. Parce que quand on est trop longtemps dans sa bulle, on peut, c'est ça, on peut se ressourcer, on peut avoir des bonnes idées, mais des fois, on peut spinner longtemps sur des idées pas si bonnes que ça parce qu'on était loin dans notre tête. Des fois, on en ramène des trésors, des fois, on ramène des choses juste weird. Tu sais. Puis moi, je me ramène, là, c'est ça, pour préparer le cours cette semaine, je me replongeais beaucoup dans des idées, dans des cours synopsis qu'on avait fait pour Terreur. Puis des fois, j'étais vraiment comme ouf! On a vraiment voulu faire ça, tu sais, puis je me rappelais, tu sais, je revisitais des épisodes où on avait vraiment fait comme des one-pagers, des descriptions détaillées qu'on avait pensé pas mal, puis j'étais ouf, ça aurait été pas super bon. Donc, il y a ce côté-là, des fois, donc d'aller bouncer en bon français ces idées avec une interlocutrice, un interlocuteur, ça fait du bien. Aussi, surtout avant de rencontrer l'autorité supérieure, l'autorité finale, qui est moi dans ce cas-ci, mais qui va être le producteur, le diffuseur dans le cas d'un projet en cours, d'un projet de scénarisation financé. Donc, on garde tout ça en tête. On va regarder aussi, je vais faire une dernière mini-capsule sur un peu le format. On aura le temps d'y revenir, là, mais je vous donne des éléments là-dessus.